Nous sommes lundi de novembre 2020. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. La maison justice se réorganise pour de nouveaux mais grands défis, notamment ceux liés à la célérité dans le traitement des dossiers. 76 magistrats déployés dans les cours et tribunaux Cotonou, Abomey et Parakou sont renforcés en effectif, certainement pour un travail de qualité aussi. Longtemps resté vœu pieux, la justice se rapproche du justiciable. Le troisième pilier de la démocratie se porte de mieux en mieux en attendant les nombreux autres recrutements annoncés. Peut-on faire mieux? Comment améliorer, sinon renforcer les relations justice et justiciable? C'est le premier sujet du duel ce soir. Autour de moi, en plateau, Arnaud Doumarou, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et de fraternité, bien sûr. Et Sergino Lekossou du Potentiel. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Au chapitre politique, l'opposition béninoise quelque peu taiseuse, à quelques 6 mois du rendez-vous électoral présidentiel, si elle se précise la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 11 avril 2020. On ne peut en dire de même venant de l'opposition, une opposition attentiste qui peine à s'unir autour d'un idéal, autour d'une figure de proue, et Dieu sait qu'il y en a qui parcourent déjà monts et vallées, une opposition qui peine à participer au débat politique, si ce ne sont les appels à la marche et à la non-violence pour des femmes qui travaillent à consolider la paix au Bénin. Autant l'opposition béninoise est absente au prétoire, autant l'opposition ivoirienne est peu cohérente dans sa démarche. Un appel à la désobéissance civile, un appel au boycott du scrutin, lequel scrutin a tout de même pu se tenir, et la coalition de l'opposition qui se résout à ne plus reconnaître le pouvoir de Ouattara. Quelles sont les réelles intentions de cette opposition ivoirienne? Comment conjurer le chaos si le chaos était proclamé? Bonsoir et bienvenue, chers confrères. Bienvenue à vous également. Catherine Toubéné, c'est les unes que voici. Quotidien le meilleur pour démarrer, rénovation de 7 modules de salle de classe à l'EPP Gbedjro Médé, des actions du CA Alain Kossig Baguidi qui rassure les populations. La promptitude de l'entreprise ITB du groupe Chagouri à sauver les enfants de cette école. Construction d'infrastructures routières au Bénin. Rekhoumé constate l'évolution du bitumage de la route Lokossa-Dévé à Plahoué, frontière du Togo. On passe à un autre journal très rapidement, Libération, qui titre nouvelle modalité de remise des livrets et paiements à bonne date des pensions. Le gouvernement Talon innove et donne la joie au cœur des retraités. Le paiement électronique aux retraités désormais une réalité. Le matin, réforme des pensions de retraite. Le paiement électronique, une réalité sous Talon. Plus de 3700 pensionnés seront payés par Momo pour l'échéance du 1er novembre. La priorité modalité de remise de carnet et paiement à bonne date des pensions. Adieu les tracasseries, les retraités soulagés. Puis réforme des pensions de retraite. Le paiement électronique, également une réalité. Le progrès Bénin, de meilleures conditions pour les retraités. Le paiement électronique est effectif. Le Soleil Bénin, Info Réhabilitation, Modernisation de la route Lokossa-Dévé à Plahoué, est satisfait des moyens, l'organisation et la célérité du travail sur le chantier. Ça se précise donc sur ce chantier-là. Et puis le potentiel. Travaux de construction des stades communaux dans le Koufou. Khomeki prescrit le goût du beau aux entrepreneurs. Bitumage de la route Lokossa-Dévé Plahoué. Hervé Héroumé découvre la qualité des ouvrages. Le challenge marche des femmes dans tout le Bénin. Un flop retentissant qui achève l'agonie de l'opposition. Talon attaché à la liberté de manifestation. Et on finit par le quotidien Maison Fraternité. Candidature à la présidentielle 2021. Opposition mystère autour des prétendants. 21e édition de la soirée de l'excellence à l'école leader. HECM offre de gros lots à ses meilleurs étudiants. Akhenatonde poursuit son combat pour le e-learning. Et puis Guinée en 62 de l'armée guinéenne, Selou Dalen Diallo invite l'armée à ne pas céder à la manipulation. Voilà donc qui met terme à la une des journaux que nous avons choisis pour vous. Tout de suite, c'est parti pour le duel.
Je l'annonçais en titre, nous avons 76 autres nouveaux magistrats qui ont été déployés dans les cours et tribunaux. Est-ce pour vous la maison de justice qui se réorganise ainsi à nous demande? Oui, tout à fait. Pas une profonde réorganisation, mais toujours est-il qu'on a constaté qu'il y a eu d'abord la création de nouveaux cours et tribunaux, et ensuite on effectue un redéploiement de nouveaux personnels. Donc je crois que c'est toujours dans la dynamique de rapprocher la justice du justiciable, et ce n'est que heureux pour les milliers de Béninois qui ont souvent de la peine à se rendre justice. Mais je dirais que le défi reste encore énorme quant à la qualité, de la justice, beaucoup plus en tant que pouvoir et en tant que défenseur des droits de tous, de l'égalité de tous. Alors, le défi, c'est de faire en sorte qu'on ait une justice de qualité, quand même, qui soit rendue aux justiciables. Évidemment, une justice de qualité, parce que ça rassure les investisseurs quand, dans un état de droit comme le Bénin, quand vous arrivez à asseoir une justice de qualité et qui répond aux aspirations des justiciables, quand les justiciables sont écoutés, quand ils sont en difficulté, et quand on n'a pas besoin de faire des kilomètres avant de trouver le juge, je crois que c'est très important et c'est à l'actif du gouvernement et ça constitue des réformes également parce que le chef de l'État l'a annoncé et qu'il faut réformer la maison de justice et je crois que c'est de bonne guerre et si on en arrive à déployer des magistrats dans les cours et tribunaux du pays, je crois que c'est une très bonne chose et ce qu'on souhaite c'est que ça continue afin que la justice puisse véritablement jouer son rôle de protéger les intérêts des uns et des autres, de rassurer les investisseurs qui sont dans le pays. Et je crois que c'est une très bonne chose. On doit continuer sur cette lancée. Si la justice se porte mieux, ça veut dire que forcément la démocratie aussi est en train de mieux se porter, puisque la démocratie, c'est les trois piliers, justice, législatif et puis exécutif. Oui, évidemment. C'est pourquoi il dit que la justice a de gros défis sous nos cieux, notamment en tant que pouvoir. Parce que vous savez que cela ne date pas d'aujourd'hui, mais toujours est-il que d'une manière ou d'une autre, on estime que notre justice n'est pas toujours très indépendante par rapport à certaines décisions et par rapport même si on laisse la question politique par rapport à certains sujets, notamment lorsque vous prenez par exemple les violences basées sur le sexe, sur le genre. Vous voyez qu'il y a des gens qui violent des mineurs et on passe devant la justice, au lieu d'accorder la peine qu'il faut, par exemple, on fait dans la complaisance. Et puis, au niveau de la brigade des mœurs, par exemple, les agents se signent à traduire des agents au niveau de la justice. Et au finish, on retrouve ces gens-là encore en circulation. Il y a certains qui ne font peut-être que 2 ou 3 mois, qui se retrouvent simplement en circulation. Et puis, cela émousse. Vous voulez dire que la sanction n'est pas lourde, la sanction n'est pas telle qu'on aurait souhaité. Et parfois, pour même de certains cas, notamment, je parle surtout par rapport aux violences basées sur le sexe, des interventions, des gens qui vont intervenir alors même que c'est des mineurs qui sont violés et tout ça. Je crois qu'on a des défis encore au niveau du secteur de la justice à relever en ces matières-là et également en matière politique surtout parce que c'est là également qu'on mesure la question par exemple de l'indépendance de la justice lorsqu'il s'agisse par exemple d'un acteur politique de l'opposition de la mouvance, le traitement qui est fait devant les juridictions. Donc je crois qu'en cette matière-là, la justice béninoise a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce qu'à votre avis, la justice béninoise peut faire mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui? Oui, tout à fait. Parce que vous savez que dès lors qu'elle va arracher véritablement son indépendance, lorsqu'ils n'auront plus des juges qui vont craindre pour des mutations, des magistrats qui vont être libres totalement et ne pas craindre une sanction peut-être arbitraire au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, lorsque nous avons des magistrats qui ne vont pas craindre pour des mutations fantaisistes, je crois que davantage la justice va mieux se porter. Mais toujours est-il que avoir de nouveaux magistrats, avoir de nouveaux cours et tribunaux, cela davantage rapproche la justice des justiciables. Mais il faut que la justice puisse qu'on puisse redorer l'image de la justice béninoise qui, au cours de ces dernières années, est quelque peu éduquée. Alors, quels sont les éléments qui peuvent concourir à redorer l'image ou le blason de la justice béninoise? L'un des éléments importants, c'est l'indépendance des magistrats. C'est de ne pas forcément qu'il y ait une accointance entre le politique et la justice. Les magistrats, c'est de faire en sorte que les dossiers soient traités pas à la tête du client, pas parce que le client est ami à tel homme politique,
pas le client est le parent de tel homme politique qui aurait peut-être aidé le magistrat à être nommé à son poste et tout. Donc moi je pense que si véritablement on peut travailler de cette façon et de choisir les magistrats, pas selon leur coloration politique, mais parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont suivi la formation comme cela se doit, je crois que ça peut véritablement aider à asseoir une bonne justice dans le pays. Et quand on va parler de la justice, ça ne soit pas un grand hôpital de ce pays. Quand on parle de cet hôpital, c'est que les gens n'ont pas envie d'y aller parce qu'on sait que là-bas, la finalité, c'est la mort. Et donc, il faut quand même rassurer les uns les autres, rassurer les populations et surtout les investisseurs pour leur donner confiance. Mais c'est aussi renforcer les relations entre la justice et le justiciable, parce que justement sur ce terrain-là, il y a beaucoup qui ne veulent pas aller également là-bas. Mais lorsque vous tombez sur le coup de la loi, vous serez forcément conduit, appelé à répondre de vos actes. Mais lorsque vous prenez par exemple la question au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, la réforme qui était envisagée par le chef de l'État de sortir le politique de cet organe supérieur au niveau de la justice béninoise. Mais finalement, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez même qu'on a fait après une ouverture au niveau du Conseil supérieur de la magistrature où on a intégré à ce conseil-là des gens qui ne sont même pas, qui ne sont pas qualifiés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a ramené des civils, un peu comme on faisait au niveau des cours d'assises, où on avait les jurés. On a fait ça au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Mais si la réforme, telle que annoncée, par exemple, au début du quinquennat par le président Patrice Talon, avait abouti, et que le Conseil supérieur de la magistrature devenait finalement un organe totalement indépendant, un organe dont seuls les magistrats en avaient le monopole. Est-ce que se faisait ça comme ça? Est-ce qu'en confiant le CSM au seul sachant que c'est le magistrat, est-ce que ça ne risque pas aussi de faire une guerre interne, carrément, alors même que le pouvoir exécutif a son œil? Je constate simplement que quelque part on avait pensé cela toujours dans le cadre de renforcer la justice. Mais si la réforme devait être améliorée, on peut aller dans ce sens. Mais aujourd'hui, est-ce que ce que nous avons au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que cela rajoutera sur les magistrats? Est-ce que cela les rassure davantage dans l'exercice de leurs fonctions? Je ne crois pas. Et c'est pourquoi je dis que nous avons encore beaucoup de chemin à faire en matière de consolidation de la justice, en matière d'indépendance de la justice. Et il faut aller sur ces chantiers. Il faut oser et penser des réformes un peu plus pertinentes, un peu plus sérieuses pour aller dans ce sens, pour que véritablement la justice soit vraiment un pilier très je crois que c'est l'important, c'est de revoir un peu les bases pour donner confiance, pour redorer le blason de la maison de justice, pour que le justiciable, dès qu'il tombe sur le coup de la loi, et qu'il n'ait pas peur d'aller devant la justice pour aller répondre de ses capitales. Très bien, sujet numéro 2, il y a cette manchette de Fraternité qui nous inspire le sujet. Opposition, mystère autour des prétendants. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez un peu ce mystère qu'il y a autour des prétendants? Nous sommes à quelques 6 mois de l'élection présidentielle. Je donne la parole à qui parmi vous? Arnaud, dites-nous ce qui a inspiré ce sujet à Fraternité. Nous avons fait le constat le même constat que fait tous les Béninois. On constate qu'on n'a pas aujourd'hui, à cette date, des partis de l'opposition qui soient conséquents, qui disent voilà notre candidat, voilà tel candidat que nous soutenons. Vous savez que depuis un moment, nous avons eu la sortie, par exemple, dans le rang de la mouvance du parti Mouel Bénin qui a dit le parti Salon est notre candidat. Nous avons eu le parti de l'UDBN qui dit nous en remettons à la décision du chef de l'État. Nous avons eu le parti, le bloc républicain qui a dit que nous désignons parti Salon comme notre candidat pour la présidentielle. Et donc, on attend sans doute les jours à venir, le parti Union progressiste, le parti de renouveau démocratique, parlant toujours de la mouvance. Mais lorsque nous allons à une élection, à un scrutin tel que la présidentielle, et qu'à cette date, on a un parti d'opposition, je parle d'abord de parti d'opposition qui a dit, mais voilà notre candidat, voilà le choix que nous faisons, voilà la personne que nous proposons pour une alternative, pour une alternance en 2021. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi se poser des questions si l'opposition choisit pour le moment de ne pas parler de ce thème? Peut-être qu'elle provient des stratégies aussi. Non, c'est vrai qu'on parle souvent d'agenda de politique, mais je crois que pour une élection présidentielle, c'est un scrutin sérieux. Et lorsque vous estimez que celui qui tient aujourd'hui le gouvernail n'est pas à même de remplir en 2021, mais proposer le visage qu'il faut, proposer l'homme charismatique qu'il faut pour remplacer Patrice Talon en 2021. Mais si déjà, à cette date, n'est pas en mesure de le faire, vous avez suivi tout au moins la guerre, il y a eu Talon en 2016.
2016. Mais malgré la tension, il y a des acteurs qui avaient le courage de dire Parti Stano est notre candidat. Mais cela a valu ce que cela a valu. Mais ils avaient le courage de dire voilà notre candidat. Je ne parle pas notamment du parti Réseau les soirs, du parti alternatif citoyen. Même s'ils n'avaient pas beaucoup de formations politiques, qui avaient eu le courage à l'époque de porter le soir sur Patrice Talon, mais on a constaté que malgré cette guerre-là, malgré cette tension, il y a des partis politiques de l'opposition qui avaient le courage d'affirmer que voilà notre candidat. Aujourd'hui, mais en 2016, à l'heure active, on peut quand même dire que 2016 c'était la fin des 2 mandats constitutionnels de Boni Yayi. Et en 2011, ce que vous avez la fin qu'on a eu en 2016, on ne l'a pas eu en 2011, quand il était question de nous flanquer un chaos retentissant. Aujourd'hui, les acteurs estiment quand même que Patrice Talon, parce qu'il avait dit je ne ferai qu'un seul mandat, ne devrait pas revenir. Et donc, il a dit il n'a pas encore fait, oui. Parce que l'opposition, pris dans son ensemble, il n'y a pas de candidat. L'opposition n'a pas encore dégagé un candidat, mais nous avons des faisceaux, nous avons des signaux qui montrent que certains ont envie de débattre avec le chef de l'État. Débattre avec le chef de l'État, je crois que le professeur Joël Aïvo a dit qu'il veut débattre avec le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il veut aller à ces joutes présidentielles avec le chef de l'État. C'est pas débat sur plateau, c'est ça? Non, c'est pas débat sur plateau. Au-delà de ça, c'est ce que moi j'ai compris, c'est qu'il veut aller à cette élection, il veut qu'on lui donne cette chance d'aller affronter le chef de l'État pour cette... Dans les urnes, bien sûr. L'affronter dans les urnes. Dans les urnes, pas sur le plateau. Et sur les idées aussi. Et sur les idées aussi. Donc je pense que Joël Aïvo, lui, il a fait le pas. Mais l'opposition, dans son ensemble, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidature pour le moment. Et je pense que ça fait peut-être partie d'une stratégie, on ne sait pas. Mais il y a aussi l'autre chose et qui préoccupe les opposants aujourd'hui, c'est le parrainage. Mais c'est pas de candidat, tu vas se parrainer. Non, en fait, non, le parrainage... Parce que tu n'as pas de candidat. En fait, les opposants veulent que ce verrou soit sauté afin que les gens puissent proposer le candidat. Et l'autre chose aussi, nous sommes au Bénin. L'opposition, c'est difficilement que l'opposition arrive à s'entendre pour un scrutin du genre, surtout quand il s'agit de la présidentielle. On n'a pas vu les opposants s'associer pour pouvoir dégager un candidat. Ça a été toujours difficile pour les opposants. Et donc, moi, je pense que on ne peut pas attendre de candidature des opposants. Déjà que ils sont bloqués, à les entendre, ils sont bloqués par la réforme du système partisan, notamment le parrainage. Et dans le même temps, ceux de la mouvance présidentielle disent qu'ils sont prêts à... nous n'est pas d'accord. Allez-y. Je ne suis pas tout d'accord. Je suis d'accord parce que la réforme du système partisan... Il dit qu'ils sont bloqués déjà par le... Non, ça c'est un faux fiant, comme on le dit. Le parrainage, tu n'as pas de candidat, tu veux parrain. On dit pour aller à l'élection, il faut un candidat. Et le candidat aura maintenant les parrains. Tu n'as pas de candidat et tu sais parrain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais prenons pas. Qu'est-ce qui empêche par exemple le parti, que nous disons désormais, on dit l'opposition formelle, le parti FCBE, de dire voilà notre candidat. Voilà telle personne que nous pensons. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à des querelles internes? Parce que à ce moment, on se demande si c'est Paul Roumpet qui va représenter FCBE c'est lié également à la deuxième interne. Ça veut dire que le débat qu'on fait en matière de démocratie, ce débat que fait l'opposition en matière de démocratie, où nous avons des opposants très démocrates, au sein de leur formation politique, on a l'impression qu'il n'y a pas encore cette démocratie-là, dit du non. Sinon, dites-moi, qu'est-ce qui empêche FCDB Toleba, ou peut-être c'est Toleba lui-même qui va être candidat, ou bien qu'est-ce qui empêche FCDB de dire, bon, nous faisons, au thème de la rencontre biopolitique, nous désirons Joël Aïvo, par exemple, comme notre candidat. Bon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche le parti Restaurer l'Espoir, comme elle a coutume de dire, désormais, voilà le candidat que nous soutenons. C'est Sanaï qui est le candidat. Bon, si c'est candidat qui est candidat, c'est tant mieux. Ou de dire, bon, voilà le candidat que nous soutenons. Et qu'est-ce qui empêche également les démocrates, très très démocrates, de dire, bon, finalement, voilà le candidat que nous avons. Ça n'était quoi les scènes du parti? C'est pour dire que, en réalité, si nous avons des partis qui sont censés animer la vie politique, et que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle, et que le seul débat que ces partis font aujourd'hui, c'est le parrainage, la démocratie. Il y a quelque chose qui nous va. Nous avons besoin de deux choses aujourd'hui. Nous avons besoin de connaître ceux-là qui prétendent diriger le Bénin en 2021. Nous avons également besoin de connaître leur projet de société, ce qu'ils peuvent proposer comme alternative en 2021. Donc si nous n'avons pas ça, nous n'avons pas de visage, nous avons des gens qui crient simplement au parrainage. Je suis d'accord que le parrainage aujourd'hui, nous avons fait le débat du parrainage, pose un problème parce qu'on ne peut pas être candidat de l'opposition et aller à une élection sur le bon vouloir d'un élu de la mouvance. C'est une aberration. Mais bon, nous sommes dans le contexte et c'est cela qui va être imposé. Mais tout au moins, cela n'empêche pas les candidats... On puisse avoir des visages
sondage, au nom de l'opposition. Moi, je pense que ça peut peut-être faire partie d'une stratégie de l'opposition. Une stratégie à 6 mois de la présidentielle. Parce que pendant que notre candidat c'est talon, le BN dit notre candidat c'est talon, le BN qui dit c'est talon, d'accord, on le dans la 4e aussi, il y a l'UPB qui sont associés le week-end pour dire nous sommes unis derrière Patrice Talon. Ça fait partie d'une stratégie, ils sont en train de réfléchir. Je ne suis pas dans ça doit être une stratégie de l'autruche qui plonge la tête dans l'eau. C'est peut-être une stratégie de l'opposition. Vous avez dit à l'entame que l'élection présidentielle est une élection assez sérieuse pour qu'on puisse faire du n'importe quoi. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir. Même si peut-être qu'à l'intérieur, on est en train de constater peut-être qu'à l'époque, il y a un primaire qui est en train de s'organiser, ou bien de RCB, il y a quelque chose qui s'organise. Nous n'en disons pas. Peut-être qu'ils sont en train de s'organiser dans l'ombre, peut-être qu'ils n'ont pas voulu informer la presse, mais je sais que ils sont en train de se préparer pour aller à cette élection. Quand vous prenez par exemple, je prends à tout hasard le professeur Joël Aïvo qui fait sa tournée, je crois que son voyage itinérant. Aïvo pris intrinsèquement, n'a pas de parti politique. Oui, en attendant, un parti politique, SDB par exemple, dit, mais fait un congrès et dit, mais notre candidat, c'est Joël Aïvo. En fait, c'est la responsabilité des partis politiques. C'est ça que nous parlons. Joël Aïvo, d'accord, il veut bien être candidat, c'est tant mieux, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un parti politique de réclamant de l'opposition qui a dit voilà notre candidat, voilà comment on s'organise. Mais non, le seul débat qui se fait aujourd'hui, c'est la question de parrainage. Tu n'as pas de candidat et tu sais pareil. Ils sont en train de s'organiser. On espère qu'ils s'organisent pour pouvoir dégager un candidat. C'est la mise à jour. Lorsque vous êtes dans un contexte particulier où le parrainage, c'est selon le bon vouloir des élus de la mouvance. Mais pour aller négocier ce parrainage-là, vous faites comment? Vous y allez sans un visage, donc sans un candidat, et vous dites, bon, donnez-nous d'abord, comme c'est soit anonymat maintenant à la Sénat, donc nous-mêmes là, donnez-nous d'abord le parrainage sous couvert, mais quand même, celui qui veut te donner le parrainage, il veut savoir qui est proposé comme candidat. Oui, tout à fait. Quel est le candidat? Je ne veux pas, même si c'est qu'il faut négocier, bon, ok, je vais te donner le parrainage, mais je parraine qui alors? À la date d'aujourd'hui, nous avons qui? Qu'il faut parrainer. Donc vous irez négocier, puisque à Sénat c'est anonymat, vous irez également négocier le parrainage sans candidat. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si le verrou du parrainage, parce que pour nous trouvons que c'est une aberration, va être levé ou pas. Mais si on maintient ce verrou, et que selon la candidature d'un opposant va dépendre du bon vouloir d'un élu de la mouvance, mais il faut d'abord qu'on connaisse d'abord le candidat de l'opposition. Ils vont tout dégager le candidat, ce qui est sûr, ils vont tout dégager le candidat. Oui, ils vont tout dégager le candidat parce que le chef de l'État n'ira pas à cette élection seule. Il faut quand même qu'il y ait de candidats en face et les opposants ne peuvent pas faire tout ce truc-là. Je crois au lieu de marcher, au lieu de rester attentif, au lieu de cristalliser le débat, tout simplement autour du parrainage, je crois que autant on mène ce débat, mais parallèlement, on peut également mener nos débats, on peut sortir des profils, on peut sortir déjà des projets de société, des grandes... Et si l'opposition avait du mal à s'unir autour d'un idéal, autour d'une candidature, parce que c'est aussi ça la grosse interrogation. Il y a FCBE qui est d'un côté, il y a FCDB qui est là, il y a les très très démocrates, comme vous l'avez dit, qui sont également là, il y a Réseau de l'Espoir qui est aussi là, mais finalement nous avons une opposition à 5 branches là. On ne demande pas l'opposition d'avoir un seul candidat. L'opposition peut avoir 3 ou 4 candidats. Le problème ne se pose pas. Qui t'a imité les voix. Mais peut-être qu'au second tour, il y aura peut-être. Vous avez eu la Si second tour, il y avait. C'est un chaos retentissant. Mais vous avez eu avec la rupture. Si en tout temps, il y a un second tour, évidemment, vous faites bien de rappeler cela. Mais ils peuvent se unir après. Mais aujourd'hui, il faut quand même déjà dégager les candidats. Que TSB, son candidat, ça n'inquiète personne. Que les démocrates au moins puissent s'entendre finalement. Mais est-ce que le sein des démocrates, est-ce que le débat a été libéré? Est-ce que la démocratie règne? Est-ce que finalement on a pu désigner comme vous l'avez dit, un leader? Pour le moment, on marche d'abord. On encourage les femmes à marcher pour réclamer la suppression du parrainage. C'est ce qu'on reproche à l'opposition sur le continent africain, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à s'entendre, à s'unir autour d'un idéal et ils n'arrivent pas à s'organiser pour défendre, parce que les élections, quoi qu'on dise, le pouvoir, ça s'arrache et c'est dans les urnes qu'il faut arracher le pouvoir. Mais on reproche souvent à l'opposition de ne pas mettre en place les stratégies qu'il faut pour pouvoir s'organiser pour pouvoir arracher ce pouvoir-là. Et au finish, c'est eux qui
demande des élections, que les élections soient annulées, qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu... il y a mascarade. Donc je pense que... C'est un tripatouillage. Je pense que les opposants doivent... Ça me rappelle 88. Oui, allez-y. Donc, de l'autre côté, au niveau de la mouvance, vous voyez très bien que les gens s'organisent. L'Union progressiste d'ici là, sans doute également viendra dire que Patrice Talon est son candidat. Et donc, les partis sont en train de s'affirmer, de trancher le débat par rapport à la candidature de leur formation politique. Donc cela n'empêche, pourquoi ne pas avoir réclamé la même chose de l'autre côté. Je pense que l'excuse est trouvée. Hein. Si les opposants n'arrivent pas à dégager un candidat, ils diront que c'est le verrou du parrainage qui les a bloqués. Tu n'as pas de candidat et tu tiens le verrou. On va réserver les 5 dernières minutes à l'actualité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui attend la proclamation des résultats du premier tour. Si ce tour, il y avait là également. Est-ce que vous voyez un peu le chaos après un probable chaos? Non, pas. Le chaos, bon, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. On ne dira pas après que c'est Arnaud Dumont qui a annoncé un chaos après le chaos en Côte d'Ivoire. Je ne le souhaite pas. Je constate simplement que l'opposition ivoirienne a quelque peu déjoué le plan de Ouattara. Ouattara pensait aller simplement organiser l'élection et simplement confirmer le chaos. Il a dit que Ouattara avait sans doute pensé qu'il y aurait élection en bas du forme. Il n'avait pensé. Il y a eu élection. Contrairement à ce que l'opposition a souhaité, il y a eu élection. Et justement, l'opposition a demandé à ses militants de ne pas aller voter. Déjà, sont allés voter. Et donc, est-ce qu'on va aujourd'hui déplorer que la CEI qui est en train de recompter les voix puisse dire c'est un chaos pour Ouattara? Non, ça, c'est pas une élection. C'est vrai, vous avez suivi un peu, même sur des chaînes ivoiriennes, où on parle de 7 000 inscrits et on a 29 000 votants. Non, mais c'est à 7 000 inscrits, 27 000, plus de 27 000 inscrits. J'ai suivi sur une chaîne ivoirienne. Et après, on fait le décompte, on trouve plus de 29 000 votants. Mais comment est-ce qu'on tire à 27 000 inscrits? Il y a peut-être des votes par dérogation, le vote par procuration et tout. Aujourd'hui, est-ce que véritablement, d'abord, la CEI parle de 37% de taux de participation. Bon, les Ivoiriens, et puis certains, les médias ne parlent pas de 10%. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Oui, c'est tant mieux. Mais toujours est-il que j'ai constaté que l'opposition ivoirienne a quelque peu déjoué le plan de Ouattara. Vous savez que si l'opposition n'avait pas boycotté ces élections-là, on devait avoir un scrutin en bas du forme, un peu comme chez Alpha Condé. Et au terme du scrutin, Alassane Ouattara et puis la CEI va simplement proclamer le chaos. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais alors que les conditions n'étaient pas véritablement réunies pour qu'on puisse avoir un scrutin transparent, il faut décourager le fait que nous avons des chefs d'État qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Imposer un troisième mandat alors que le pays et la plupart des Ivoiriens ne le souhaitaient pas. Je crois que c'est exagéré. La plupart des Ivoiriens ou c'est l'opposition qui ne le souhaitait pas? Parce que justement, c'est l'opposition qui appelle les Ivoiriens à gagner la rue. Quand vous suivez un peu les Ivoiriens dans leur ensemble ne veulent plus de l'Assemblée de Ouattara, mais il a su travailler, il a su changer la constitution. Il y en a qui pensent que s'ils ne le veulent pas, c'est également à travers les urnes qu'ils devraient pouvoir s'exprimer. Et donc peut-être que sur les 37% de votants ou les 10% de votants, peut-être qu'on aurait... Quand vous suivez le développement de Hanoi, il y a quand même eu, on ne dirait pas de fraude, mais ils ont organisé la chose de telle manière que, bon, on ne sait plus qui a voté, qui n'a pas voté. Et donc moi je pense que véritablement il faut qu'on en arrive en Afrique à changer cette donne, comme on le dit, parce que c'est l'intérêt du peuple qui doit primer en fait. Alassane Ouattara sait pertinemment que le peuple ivoirien ne veut plus de lui, mais comme c'est le pouvoir... Quand vous dites le peuple, c'est peut-être un peu osé. Le peuple, c'est qui? Écoutez, le peuple, c'est ceux-là qui sont... Ce ne sont pas les leaders politiques. Non, ce ne sont pas les leaders politiques, c'est ceux qui sont dans le pays. Et moi, je pense que vous dites peuple aujourd'hui. Ouattara a permis à Bédié d'être encore candidat. Bédié qui a plus de 80. Ça, il a également permis à d'autres. Généralement, ça se passe entre les leaders politiques et non entre population et leaders politiques, justement. C'est ce que je veux que vous compreniez. Oui, écoutez, je n'en disconviens pas. Mais et quand vous prenez les gens, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des réformes qui ont été engagées par le président sortant qui deviendra encore président. Et donc, il faut arriver à changer la donne, à corriger le tissu, le continent. Parce que ça ne sert à rien. Lui-même dit qu'il est fatigué, mais il dit qu'il le fait parce qu'il aime le pays, parce que
qu'il n'a plus de pour la paix. Non, pour la paix. Il y a des théories en Côte d'Ivoire. Et quand vous allez un peu sur Internet, quand vous allez sur le réseau, enfin Internet, les réseaux sociaux, vous voyez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde parle de la paix, de la paix, de la paix. Et donc moi je veux espérer qu'il n'y ait pas un chaos après ce chaos. Après ce chaos, oui. Puisque le chaos est inévitable là, apparemment. Apparemment, parce que la Côte d'Ivoire, les gens essaient de se réconcilier, et même l'armée qui était divisée, on a essayé de rappeler au sein de l'armée ceux qui étaient, qu'on appelait, ceux qui avaient les armes, les milices. Les milices, on les a intégrés à l'armée, on a brûlé les armes, et lorsque vous avez pu faire tout cela, et que juste par, je ne sais pas comment qualifier cela, en un truc là, vous remettez tout cela en cause. Là, il y a des fusillades, même aujourd'hui, il y a des fusillades. Donc, vous constatez donc que cette armée qui n'était pas totalement consolidée risque encore d'avoir une belle session. Merci beaucoup, merci à vous. Fraternité demain sera également dans le kiosque. Bonjour, merci à vous également, cher ami Sergino Lokossou. Merci d'être passé pour le duel. Tout de suite, on va sur le journal télévisé.